Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Loïc Terren, bonjour. Bonjour. Vous êtes investi par Renaissance, le parti présidentiel dans la deuxième circonscription de Lyon. C'est la circonscription sur laquelle on attendait qui le parti présidentiel allait investir. On attendait peut-être Ambroise Méjian, qu'on avait reçu ici. Finalement, il est parti dans le Beaujolais. Est-ce à dire que les circonscriptions gagnables pour vous sont plus facilement sur la droite que sur la gauche? Oh non, non, je ne pense pas que ce soit cet enjeu-là. Déjà, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Ambroise Méjean a fait le choix de la 9e circonscription parce qu'il est attaché aux problématiques de ce territoire et je suis certain qu'il fera une très très belle campagne là-bas. Et me concernant sur la deuxième circonscription, moi je ne considère pas qu'elle n'est pas gagnable. On va se battre pour faire connaître notre projet et mon parcours aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Et je serai sur le terrain chaque jour sur les 5 prochaines semaines pour montrer qu'on peut gagner. Alors on dit que sur cette circonscription, Gérard Collomb l'avait demandé, ce qui lui aurait permis d'affronter son ancien dauphin Hubert Julien Laferrière. Vous confirmez? Écoutez, alors moi je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je lis comme vous la presse locale et voilà, moi je suis porté sur ma campagne. Ce que je constate, c'est que j'ai eu cette investiture par la majorité présidentielle et donc maintenant je suis uniquement tourné vers ma campagne, vers le projet que l'on va défendre et les sujets nationaux qui concernent les Lyonnaises et les Lyonnais. Alors on vous connaît un tout petit peu à Lyon, vous avez 25 ans, vous avez été conseiller notamment de David Kimmelfeld, très actif sur les réseaux sociaux pendant sa campagne. Certains vous qualifiez même de troll. Pareil, oui. Vous étiez conseiller national ensuite de la campagne des jeunes avec Macron. Vous avez un peu le profil finalement de tous ces candidats investis par la Macronie, jeunes, mecs, les jeunes technos, c'est un peu l'avenir de la Macronie? Écoutez, je ne sais pas. Après, moi, j'ai dans mon parcours déjà pu faire un certain nombre de choses, que ce soit dans le domaine associatif ou dans le domaine professionnel, puisque j'ai créé mon entreprise il y a un an, qui est un cabinet de conseil en affaires publiques à Lyon. Donc, et puis j'ai par ailleurs des activités dans l'édition. Donc voilà, je ne sais pas si je corresponds au profil dont vous parliez, mais en tout cas, moi, je me reconnais dans cette volonté de renouvellement et d'avoir de nouveaux profils pour porter justement cette nouvelle méthode et ce nouveau quinquennat que le président de la République veut porter. Alors, dans la dernière vague des investitures, on parlait de renouvellement, on a appris celle de Manuel Valls en Espagne. Lui, il incarne vos valeurs, pas celle de Zineb El Rhazoui au Maroc. Elle n'incarnerait pas vos valeurs, c'est ça? Écoutez, très honnêtement, moi je ne suis pas dans les instances parisiennes. Je n'ai pas forcément de regard à porter sur les valeurs des uns et des autres. Je considère que les choix qui ont été faits sont les bons et je fais toute confiance à celles et ceux qui ont confié l'investiture à mes camarades candidats. On attend cette semaine le choix du Premier ministre. Quel profil doit-il avoir? Le plus effacé possible pour ne pas faire d'ombre à Emmanuel Macron? Non, non, pas du tout. Alors moi, j'espère en tout cas que ce sera une première ministre. Je crois que le président de la République avait ce souhait-là. Et puis, il l'a dit à chaque fois et à chaque fois, finalement, c'était un homme. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'il est bien engagé. Enfin, en tout cas, on verra, je lui fais toute confiance. En tout cas, quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question climatique, et qui arrivera finalement à incarner ce que le président avait dit lors du discours de Marseille sur à la fois l'urgence de l'action climatique et puis le besoin de planifier sur le plan énergétique notamment nos ambitions pour le climat parce que il y a urgence et je pense qu'il faut aujourd'hui l'incarner dès le début de ce quinquennat. On va parler climat, mais juste avant un dernier mot sur les investitures. Celle de Taha Bouaf, le fait qu'il ait renoncé dans le Rhône, dans la 14e circonscription, pour vous, c'est tant mieux ou c'est une mauvaise nouvelle pour le débat? Très honnêtement, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la 14e circonscription du Rhône qui a des enjeux très importants et qui mérite d'avoir un débat très serein. Et moi, je fais toute confiance à Yvelin pour porter cette sérénité, cette expérience et ces idées que la majorité présidentielle porte. Alors revenons sur le climat. C'est que Emmanuel Macron a promis une programmation environnementale cette fois. Bon, il avait déjà fait le coup avec la Convention climat, il avait suscité des déceptions. Pourquoi ça changerait cette fois-ci? Alors, il avait déjà fait le coup quand il a interdit les hydrocarbures à horizon 2040, et c'était une première étape de la planification parce que il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été engagées. Il y a des projets
climaticides qui ont été abandonnés. On pense à Notre-Dame-des-Landes, à Europa City. Enfin, il y a un certain nombre de projets qui avaient déjà été abandonnés. Et puis, un certain nombre d'objectifs qui avaient été fixés à la fois en France et en Europe. Et aujourd'hui, il est temps de l'incarner, notamment avec les territoires et les villes pour qu'elles puissent être aux côtés de l'État pour engager cette transition écologique ou plutôt l'accélérer. Vous, si vous êtes élu député, quel type de loi vous porterez ? Écoutez, moi je suis très attaché aux questions d'égalité, aux familles, à l'école évidemment, parce que pour moi c'est la mère des batailles. Et puis j'ai des engagements personnels que je vais proposer aux Lyonnais. Je porterai une proposition de loi notamment sur les stages en entreprise, parce que je pense que c'est un pilier de la politique d'insertion et qu'aujourd'hui il y a trop d'injustice sur cette question des stages, à la fois sur la rémunération des stagiaires et puis sur la possibilité de faire un stage. Moi, j'estime qu'il faut qu'on permette à tous les Français de faire un stage en entreprise tout au long de leur vie. Et puis, il y a un deuxième combat, ce sera celui sur les métiers du lien. Juste pour finir sur le stage, ce que vous souhaitez donc, c'est que les stagiaires soient rémunérés dès le premier jour de stage ? Alors, qu'on imagine, en tout cas en concertation avec les acteurs, une gratification progressive. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu nécessaire et que c'est un vrai moyen à la fois d'inciter d'autres jeunes à faire des stages et puis d'être sur un contrat équitable entre l'employeur et le stagiaire. C'est peut-être contradictoire avec la volonté d'élargir les stages à tous les Français ? Ben non, au contraire, c'est finalement ce en même temps-là, c'est-à-dire qu'on réduit les injustices sur cette question et de l'autre côté, on permet peut-être, alors on peut imaginer plein de choses, hein, on pourrait imaginer un établissement de tutelle de l'État qui finalement permettrait aux Français en s'inscrivant de faire un stage en entreprise, que l'on ait 20 ans, 40 ans ou 50 ans. Et dans une situation où l'on est par exemple en reconversion professionnelle et on souhaite découvrir un autre milieu professionnel que celui d'où l'on vient. Et l'autre proposition de loi que vous défendez ? Et l'autre combat, c'est celui des métiers du lien, qui sont évidemment les métiers de demain, puisque ce sont les personnes qui tous les jours sont auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées, notamment en lien avec notre politique d'inclusion et d'inclusion à l'école. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu de permettre à toutes ces personnes d'avoir des compétences qui sont certifiées et reconnues par l'État, d'avoir aussi finalement un temps plein garanti et enfin évidemment d'avoir un SMIC garanti pour toutes ces personnes et je dirais même toutes ces femmes, puisque ce sont majoritairement des femmes qui occupent ce type d'emploi. Alors revenons sur la scène locale. Est-ce que votre investiture traduit des ambitions au niveau local ou est-ce que vous vous engagez avant tout sur la scène nationale ? Non, écoutez, moi je suis entièrement tourné durant cette campagne et si les Lyonnais me font confiance sur ce mandat de député, il y a forcément des problématiques locales et nationales qui se croisent, que ce soit en matière de sécurité, de mobilité, de logement. Et évidemment que si je suis élu député, je m'en mêlerai, mais non, je ne suis pas tourné vers d'autres échéances. Dans votre circonscription, il y a la Duchère, la Croix-Rousse, la Presqu'île, jusqu'à Perrache. Parlons peut-être un peu de la Duchère. Vous avez accompagné les projets de rénovation urbaine à la Duchère, un quartier où la situation se tend. On a vu plusieurs faits divers ces dernières semaines, notamment une fusillade sur un terrain de foot qui a un peu marqué. C'est un échec de cette politique de reconquête territoriale par l'urbanisme ? Alors, je ne pense pas. Déjà, la politique de rénovation urbaine qui a été mise en place, elle a été mise en place au début des années 2000. Ça avait été porté par Gérard Collomb en collaboration avec l'État. Et puis, ça a été poursuivi puisqu'on a eu le nouveau plan national de renouvellement urbain qui a permis à la Duchère de voir un certain nombre de travaux s'engager. C'est en cours. C'est encore en cours. Donc la problématique de la rénovation urbaine, c'est que c'est sur du temps long, c'est toujours compliqué et on n'en voit pas les effets immédiatement. Là où on voit les effets, par contre, c'est sur la politique de sécurité qui a été menée par le président de la République, où l'on a finalement
un gouvernement qui a décidé d'avoir 300 effectifs de police en plus sur 3 ans sur la métropole de Lyon, et évidemment que la Duchère est concernée. Écoutez, moi je suis inquiet comme tous les Lyonnais, et j'espère que l'on va retrouver la voie de l'apaisement. Je pense que ça passe par un certain nombre de leviers, pas uniquement celui de la sécurité et du renouvellement urbain, mais aussi celui de l'insertion, celui de la culture, celui de l'éducation, pour permettre à tout un chacun de s'émanciper et finalement de trouver sa place. Travail main dans la main avec les écologistes sur ce sujet-là. Il y a des sujets sur lesquels il faut trouver un consensus ou du moins un compromis. Et évidemment que si les écologistes montrent une volonté de travailler sur l'ensemble de ces sujets, y compris sur celui de la sécurité, je pense que le dialogue sera forcément là. Ce qui apparaît, c'est aussi une augmentation de la consommation des drogues, notamment depuis le confinement, particulièrement on va sur le cannabis, sur la cocaïne. Ça enrichit les réseaux. C'était pour cette raison que les jeunes avec Macron défendaient la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis, c'est une problématique qui n'est pas uniquement sociétale. Vous l'avez dit, il y a une augmentation des drogues, mais pas uniquement des drogues douces, aussi des drogues dures. Et je pense que c'est encore plus inquiétant que la première partie. On a porté ce combat parce que on a estimé qu'il y avait des tabous à faire tomber. Vous la défendrez à l'Assemblée nationale si vous êtes élu ? Moi, s'il y a un jeune avec Macron qui est par ailleurs élu et qui souhaite la porter, oui, je serai en soutien. Et je pense que ça se défend sur un certain nombre d'aspects, y compris sur le plan sanitaire. Ouais. Et l'autre sujet que vous avez porté quand vous étiez à Lyon, c'était la piétonisation de la presqu'île. Elle arrive en concertation menée par Grégory Doucet cette année. Finalement, ils feront moins vite ce que vous aviez prévu de faire ? Exactement. Moi je suis assez étonné pour tout vous dire que les écologistes mettent autant de temps à mettre en place cette mesure et à essayer de la mettre en place aussi mal, puisque quand on regarde à la fois le périmètre, à la fois les discussions avec les commerçants, les problématiques de logistique urbaine. Parce que si on ne trouve pas de moyens pour les commerçants d'amener leur livraison sur place tout en piétonisant, je ne sais pas comment l'on fait. Et puis, il y a cette problématique de mobilité qui est toujours prégnante aussi. Et là, quand je vois les positions des écologistes sur la question du métro notamment, je m'inquiète un peu de la manière dont cette piétonisation pourrait être mise en place. Et pour le coup, je pense que oui, avec David Kimmelfeld, la piétonisation qui était proposée était beaucoup plus logique, cohérente et planifiée, comme on en parlait tout à l'heure. Loïc Terren, je vous remercie. Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.